Il y a quelques années, un bon ami à moi a débarqué au garage, les yeux brillants, persuadé d'avoir réalisé l'affaire du siècle. Il venait d'acheter une berline allemande immaculée, disait-il. Le vendeur, lui avait juré que c'était une première main, conduite par un grand-père. Mais la lune de miel a duré exactement 7 jours. Une semaine plus tard, la voiture a commencé à émettre un râle d'agonie digne d'un film d'horreur. En ouvrant le capot, j'ai découvert le festival mécanique le plus triste de ma carrière, des fuites masquées, des pièces tenues par du fil de fer et des joints en silicone de salle de bain. Ce jour-là, il a perdu 4 000 €. Voici les 11 vérifications vitales pour ne jamais acheter une épave déguisée en bonne affaire. Numéro 11, inspection visuelle du moteur, fuite et bricolage artistique. La première étape pour évaluer une voiture d'occasion n'est pas de la démarrer, mais de devenir un détective silencieux. Ouvrez le capot et prenez au moins 5 minutes pour observer calmement. Ne vous laissez pas distraire par le vendeur qui vous dit « le moteur est parfait, je viens de le laver ». Justement, un moteur trop propre est le premier mensonge. Si le compartiment moteur brille comme un miroir, c'est souvent parce qu'on a passé un coup de nettoyeur haute pression pour effacer les preuves d'une fuite d'huile massive. Je préfère 1000 fois un moteur poussiéreux et sec qu'un moteur brillant et humide. Ce que vous cherchez ici, c'est ce que j'appelle le bricolage artistique. Le moteur parle, et parfois il hurle à l'aide. Commencez par scruter les plans de joints. Un moteur moderne est assemblé avec des joints spécifiques, souvent invisibles ou noirs. Si vous voyez de la pâte à joints qui déborde, c'est un drapeau rouge immédiat. Je parle de cette pâte bleue, rouge ou orange fluo que les amateurs utilisent généreusement. Si vous voyez de la silicone rouge sur le couvre-culbuteur et de la bleue sur la pompe à eau, cela signifie que ce moteur a été ouvert, probablement plusieurs fois, et sûrement pas par un concessionnaire ou un professionnel qualifié. Un pro utilise des joints d'origine ou de la pâte grise spécifique, appliquée avec parcimonie. Le barbouillage est le signe d'une réparation de fortune faite au fond d'un jardin pour masquer une fuite chronique sans en traiter la cause. Ensuite, regardez la visserie. C'est un détail qui ne trompe jamais. Sur une voiture saine, toutes les vis d'un même composant sont identiques. Si vous voyez une vis cruciforme à côté d'une vis Torx, et une autre à tête hexagonale rouillée un peu plus loin, fuyez. Cela indique que le précédent mécanicien a perdu les vis d'origine et a pioché dans sa vieille boîte à biscuits pour trouver n'importe quoi qui rentre dans le trou. Si on a négligé un détail aussi simple qu'une vis à 10 centimes, imaginez l'état des pièces internes comme les pistons ou les coussinets de bielle. Cherchez aussi les traces de fuite anciennes, cette accumulation de crasse grasse, mélange de vieille huile et de poussière, souvent visible autour du turbo, de la pompe à injection ou au bas du bloc moteur. Une petite tache est tolérable sur une voiture de 15 ans, mais une zone humide et luisante sur une voiture récente est inacceptable. N'achetez pas les problèmes des autres. Numéro 10, état de l'huile et aspect interne. Là, après avoir jugé l'extérieur, nous allons plonger à l'intérieur. L'huile moteur est le sang de votre véhicule, et la jauge est votre seringue de prélèvement. C'est l'un des tests les plus simples, mais c'est incroyable de voir combien d'acheteurs oublient de le faire. Tirez la jauge. D'abord, le niveau. S'il est en dessous du minimum, cela crie la négligence. Un propriétaire qui ne prend pas la peine de vérifier son niveau avant de vendre sa voiture ne l'a certainement pas entretenue pendant les 2 dernières années. S'il est bien au-dessus du maximum, c'est encore pire, un excès d'huile peut provoquer une surpression, détruire les joints spi et emballer le moteur. Ensuite, analysez la texture et la couleur. Sur un moteur essence, l'huile doit être relativement claire, couleur miel ou ambre. Si elle est noire et épaisse comme du goudron, elle est là depuis trop longtemps. Sur un diesel, elle noircit vite, c'est normal, mais elle ne doit jamais être granuleuse. Frottez une goutte entre votre pouce et votre index. Si vous sentez le moindre grain, la moindre impureté solide, c'est que le filtre à huile est saturé et que le moteur s'use métal contre métal. Mais le signe le plus terrifiant, celui qui doit vous faire fermer le capot immédiatement, c'est la fameuse mayonnaise. C'est une émulsion, une pâte crémeuse beige ou marron clair, qui ressemble littéralement à de la mayonnaise ou à du café au lait. Où la chercher? Principalement sous le bouchon de remplissage d'huile. Dévissez-le et regardez en dessous. Cette pâte se forme quand de l'eau se mélange à l'huile. C'est le symptôme clinique d'un joint de culasse cassé ou d'une culasse fissurée. L'eau passe dans l'huile, la lubrification s'arrête, et le moteur est condamné à court terme. Attention cependant, sur une voiture qui fait de très petits trajets en hiver, un tout petit peu de condensation peut créer une légère trace blanche. Mais si c'est une couche épaisse et gélatineuse,
c'est une facture à 2000 € qui vous attend. Profitez-en pour regarder par l'orifice de remplissage avec une lampe de poche. Si vous voyez de la boue noire collée sur les pièces internes, c'est un moteur qui a sauté trop de vidange. L'huile s'est coquéfiée. C'est le cholestérol du moteur, et ça finit toujours par un infarctus mécanique. Numéro 9, courroie de distribution et courroie accessoire. Nous arrivons à la 10e place, qui est sans doute le point le plus critique financièrement pour l'acheteur, la distribution. La courroie de distribution est le chef d'orchestre de votre moteur. Elle synchronise le mouvement des pistons et des soupapes. Si elle casse, la musique s'arrête instantanément dans un fracas de métal. Les pistons remontent et viennent percuter les soupapes qui n'ont pas eu le temps de se fermer. Résultat, soupape tordue, piston percé, culasse HS. Le moteur est poubelle. C'est une réparation qui dépasse souvent la valeur de la voiture. Le problème, c'est que contrairement aux pneus ou aux freins, on ne peut pas vraiment voir l'état d'une courroie de distribution sans démonter une partie du moteur. Elle est cachée sous des quarters de protection. Alors, comment vérifier ? On ne vérifie pas la pièce, on vérifie la preuve. Ici, la règle est absolue, pas de facture, pas de changement. Je me fiche que le vendeur vous dise « je l'ai faite avec mon cousin l'année dernière » ou « l'ancien propriétaire m'a juré qu'elle était neuve ». Les paroles s'envolent, les écrits restent. Si le vendeur ne peut pas vous présenter une facture d'un garage avec le kilométrage et la date, ou au minimum la facture des pièces s'il est mécanicien, vous devez considérer que la courroie est d'origine et prête à lâcher. Les intervalles de remplacement varient généralement entre 80 000 et 160 000 km ou tous les 5 à 10 ans, mais ne jouez jamais avec ça. Si le doute subsiste, vous devez négocier le prix de la voiture en déduisant le coût du remplacement. Profitez-en pour jeter un œil aux courroies accessoires qui, elles, sont visibles. Celles qui entraînent l'alternateur et la clim. Si le caoutchouc est craquelé, sec, fissuré ou si vous voyez les fils de structure apparaître, c'est un signe de négligence. Une courroie accessoire qui casse peut parfois passer derrière la poulie d'ampé et décaler la distribution, entraînant la même casse moteur. Écoutez aussi au démarrage, un crissement aigu indique une courroie détendue ou usée. C'est un entretien basique, si même ça n'est pas fait, imaginez le reste. Numéro 8, système de refroidissement, durite et vase de boue. Beaucoup d'acheteurs ouvrent le capot, regardent le gros cache en plastique noir marqué TDI ou HDI, et se disent c'est beau. Erreur. Regardez autour. Le système de refroidissement est la carte de visite de l'entretien réel d'une voiture. C'est lui qui empêche votre moteur de fondre sur l'autoroute. La première chose à toucher au moteur froid, impérativement, ce sont les durites principales du radiateur. Ces gros tuyaux en caoutchouc noir doivent être souples, élastiques, comme du muscle. Pressez-les fermement. Si la durite est dure comme du bois, si elle est craquée sous vos doigts ou si vous sentez comme du sable ou des grains à l'intérieur, c'est fini. Le caoutchouc est cuit par les cycles de chauffe, et l'intérieur est tapissé de calcaire ou de rouille. Une durite rigide va éclater à la première accélération forte, et paf, joint de culasse. Ensuite, examinez le vase d'expansion. C'est ce bocal en plastique semi-transparent où l'on vérifie le niveau. C'est ici que les tricheurs se font attraper. Le liquide de refroidissement doit être limpide. Rose, jaune, bleu ou vert fluo, peu importe la couleur, mais il doit être propre. Si le bocal est marron, opaque, ou si vous voyez une sorte de boue rougeâtre au fond, c'est le signe d'une corrosion interne avancée. Le liquide est devenu acide et est en train de manger le radiateur et la pompe à eau de l'intérieur. Pire encore, si vous voyez des traces d'huile flottant à la surface ou une mayonnaise noire collée sur le bouchon du vase, c'est que l'huile passe dans l'eau. Le joint de culasse est déjà mort. Méfiez-vous aussi des vases d'expansion trop neufs. Si la voiture a 15 ans et que le bocal est blanc immaculé comme s'il sortait de l'usine hier, posez la question, pourquoi avez-vous changé le bocal ? Souvent, c'est pour cacher les traces de l'huile qui remontait. Une dernière astuce de vieux mécanicien, regardez les colliers de serrage sur les durites. Sont-ils tous identiques ? Ou voyez-vous des colliers à vis brillants de magasins de bricolage installés n'importe comment ? Des colliers dépareillés indiquent des réparations de fortune sur le bord de la route. Numéro 7, fumée d'échappement et comportement à froid. L'échappement est la seule pièce de la voiture qui ne sait pas mentir. C'est l'anus du moteur, et ce qui en sort vous dit exactement comment se passe la digestion à l'intérieur. Pour ce test, il est impératif, je dis bien impératif, que le moteur soit totalement froid. Dites au vendeur de ne pas faire chauffer la voiture avant votre arrivée.
Un moteur chaud cache ses défauts, un moteur froid les crie. Demandez à quelqu'un de démarrer la voiture pendant que vous restez derrière pour observer la sortie du pot. Analysez la couleur. Fumée blanche, attention, ne confondez pas avec la petite vapeur de condensation normale un matin d'hiver qui disparaît en 30 secondes. Je parle d'un panache blanc, dense, lourd, qui continue même après 5 minutes. Ça, c'est de l'eau qui passe dans les cylindres. Le joint de culasse est haché ou la culasse est fendue. C'est une réparation à 4 chiffres. Si ça sent le liquide de refroidissement chaud, fuyez. Fumée bleue, c'est la couleur la plus chère du monde. Si la fumée tire sur le bleu et sent l'huile brûlée, c'est catastrophique. Ça veut dire que le moteur brûle son huile. Segment de pistons usés, guide de soupape mort ou turbo qui pisse l'huile dans l'admission. Le moteur est rincé, fatigué, en fin de vie. Aucune vidange ne réparera ça. Fumée noire, c'est la moins grave des trois, mais elle coûte cher quand même. Sur un diesel, c'est souvent un excès de carburant, injecteur qui fuit, vanne GR bloquée ou débitemètre encrassé. La voiture est encrassée, elle pollue et ne passera pas le contrôle technique. Écoutez aussi le ralenti à froid. Le moteur doit se caler sur son régime et ne pas bouger. S'il le pompe, ou s'il tourne sur 3 pattes avec des vibrations qui secouent toute la caisse, vous avez un problème d'allumage ou d'injection. Ne croyez jamais le vendeur qui dit « c'est normal, elle est froide ». Non. Une voiture moderne démarre parfaitement, même par moins 10 degrés. Numéro 6, état de l'embrayage et de la transmission. La transmission est souvent l'oubliée des tests, jusqu'à ce qu'elle lâche 2 semaines après l'achat. Un kit d'embrayage avec volant moteur bimasse, c'est facilement 1500 € sur une berline moderne. Comment savoir s'il est fatigué sans démonter la boîte? C'est simple, il faut le sentir. D'abord, le point de patinage. Moteur allumé, appuyez sur la pédale. Elle ne doit pas être dure comme de la pierre ni molle comme une éponge. Relâchez doucement. Si la voiture ne commence à avancer que lorsque la pédale est tout en haut, au dernier millimètre de course, l'embrayage est en fin de vie. Le disque est usé jusqu'au rivet. L'idéal est un point d'accroche au milieu de la course. Ensuite, faites le test du frein à main. C'est radical. Mettez le frein à main, serrez-le fort. Passez la 3e vitesse. Accélérez légèrement et relâchez doucement l'embrayage. Si le moteur cale immédiatement et brutalement, c'est une bonne nouvelle. L'embrayage accroche bien, il ne patine pas. Si le moteur continue de tourner, monte dans les tours, mais ne cale pas tout de suite alors que la pédale est relâchée, l'embrayage patine. Il est mort. C'est une voiture que vous achetez pour la mettre au garage directement. Pour la boîte de vitesse, testez tous les rapports, y compris la marche arrière. Les vitesses doivent passer sans forcer, sans craquer. Si la seconde ou la 3e accroche ou fait un bruit de ferraille, c'est que les synchros sont morts. Une vidange de boîte ne suffira pas, il faudra ouvrir ou changer la boîte. Sur une boîte automatique, soyez attentif aux à-coups. Si la voiture donne un coup de pied au cul quand elle change de rapport, ou si elle hésite longtemps avant d'engager la vitesse, fuyez. Une boîte auto défaillante est souvent irréparable économiquement. Numéro 5, direction assistée, bruit en virage et pompe hydraulique. La direction assistée est souvent négligée, mais croyez-moi, conduire une voiture moderne sans assistance, c'est comme conduire un camion soviétique des années 50. Une panne ici peut transformer votre volant en béton armé. Le test commence moteur éteint, vérifiez le bocal de liquide de direction. Dévissez-le. Le liquide doit être rouge translucide ou vert. S'il est noir, brûlé, et qu'il sent le roussi, c'est que la pompe a surchauffé. Si vous voyez des paillettes métalliques briller dans le liquide à la lumière de votre lampe torche, c'est la fin, la pompe est en train de se désintégrer de l'intérieur et la limaille a déjà contaminé toute la crémaillère. C'est une réparation à 1500 € qui nécessite de tout remplacer. Moteur allumé, faites le test de l'oreille. Braquez les roues à fond d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à la butée. Si vous entendez un gémissement strident, une sorte de oui agonisant, c'est que la pompe cavité ou qu'elle est morte. Un léger bruit en butée est tolérable, mais un hurlement ne l'est pas, vérifiez aussi les points durs. Tournez le volant doucement avec un seul doigt. La résistance doit être uniforme. Si vous sentez des écrans ou des zones où le volant devient soudainement dur puis mou, c'est le signe que le distributeur rotatif de la crémaillère est usé ou que le cardan de colonne de direction est grippé. Si la voiture a une direction électrique, comme la plupart des citadines modernes,
méfiez-vous du flou au point milieu. Si la voiture tire d'un coup sec ou si le volant vibre tout seul à l'arrêt, le moteur électrique ou le capteur de couple est défaillant. Là, on ne remplace pas une pièce, on remplace la colonne entière. C'est ruineux. Numéro 4, essai routier, vibrations, freins et l'écoute du silence. C'est le moment de vérité. L'essai routier n'est pas une promenade de santé pour profiter de la clim. C'est un interrogatoire. D'abord, une règle d'or, éteignez la radio. Dites poliment au vendeur de cesser de parler. Vous devez écouter la voiture. Emmenez la voiture sur une voie rapide. Les défauts de châssis se cachent à 50 km/h mais se révèlent à 110 km/h. Une fois à 110 à 120 km/h, relâchez légèrement la pression sur le volant. Si la voiture tire franchement d'un côté, ce n'est pas juste la pression des pneus comme le dira le vendeur. C'est un défaut de parallélisme, ou pire, un châssis tordu suite à un accident mal réparé. Si le volant tremble entre vos mains, c'est souvent un mauvais équilibrage des roues avant, ou une jante voilée après un choc contre un trottoir. Si c'est tout le siège qui vibre sous vos fesses, le problème vient de l'arrière ou d'un arbre de transmission déséquilibré. Testez les freins. Vérifiez que personne n'est derrière vous, tenez le volant fermement mais sans le bloquer, et freinez fort. La voiture doit rester parfaitement en ligne. Si elle plonge d'un côté, un étrier est grippé. Si le volant oscille gauche-droite violemment pendant le freinage, vos disques avant sont voilés. C'est classique sur les voitures conduites sportivement. Écoutez les bruits de roulement. Un ronronnement sourd qui augmente avec la vitesse indique un roulement de roue HS. Et enfin, testez les synchros de boîte. Passez les vitesses rapidement. Si ça écraque ou si le levier saute et revient au point mort tout seul à la décélération, la boîte est à refaire. Ne signez pas. Numéro 3, carrosserie, choc caché et réparation à maquillage. La carrosserie est le domaine où les vendeurs mentent le plus. Jamais accidenté, disent-ils tous. Votre travail est de prouver le contraire. Ne regardez pas la brillance de la peinture, regardez les alignements. L'espace entre le capot et l'aile doit être identique à droite et à gauche. Si vous pouvez passer votre petit doigt d'un côté mais pas de l'autre, la voiture a tapé et a été remontée à la va-vite. Regardez les portes, sont-elles bien alignées avec le toit? Une porte qui tombe quand on l'ouvre indique des charnières usées ou un montant tordu. Cherchez les traces de peinture là où elles ne devraient pas être. C'est la signature du mauvais carrossier. Regardez les joints en caoutchouc des vitres et des poignées de porte. Si vous voyez des traces de peinture sur le caoutchouc, c'est que la voiture a été repeinte sans démonter les éléments, juste masquée avec du scotch. C'est du travail de sagouin fait pour cacher la misère. Le test du mastic, si une zone vous semble suspecte, prenez un petit aimant enveloppé dans un mouchoir pour ne pas rayer. Posez-le sur la carrosserie. S'il colle, c'est de la tôle. S'il tombe, il y a une tonne de mastic en dessous pour boucher un trou ou une bosse énorme. C'est une sculpture, pas une voiture. Enfin, ouvrez le capot et regardez les longerons. S'ils sont pliés, froissés comme un accordéon ou s'ils ont des traces de peinture neuve différentes du reste, la voiture est un cercueil roulant. Fuyez sans vous retourner. Numéro 2, suspension, freins et pneus. Les pneus sont les seuls éléments en contact avec la route, et ce sont aussi des mouchards incroyables. Ne regardez pas seulement s'il reste de la gomme. Regardez comment elle est usée. Usure irrégulière, si le pneu est lisse sur le bord intérieur mais neuf à l'extérieur, le train avant est déréglé. Cela peut venir d'un simple parallélisme, mais souvent, c'est un triangle de suspension tordu ou des cils en bloc mort. La date, cherchez le code DOT sur le flanc 3215 minutes signifie 32e semaine de 2015. Si les pneus ont plus de 6 ou 7 ans, la gomme est devenue dure comme du bois. C'est dangereux sous la pluie, et ça montre que la voiture roule peu ou n'est pas entretenue. Pour les amortisseurs, faites le test du rebond. Appuyez de tout votre poids sur un coin de la voiture et lâchez d'un coup sec. La voiture doit remonter et se figer immédiatement. Si elle rebondit plusieurs fois comme un vieux matelas à ressort, les amortisseurs sont des pompes à vélo. Ils sont vides. C'est dangereux et ça coûte cher à changer. Jetez un œil au disque de frein. Passez votre doigt sur le bord extérieur du disque. Si vous sentez une grosse marche ou un rebord tranchant de plus d'1 millimètre, les disques sont hors cote. Ils sont à changer. C'est un argument de négociation immédiat, monsieur, il y en a pour 400 € de frein, on baisse le prix au point. Numéro 1, le moteur en marche, le test ultime.
Nous y voilà. La première place. Le juge de paix. Vous pouvez avoir une belle peinture et des pneus neufs, si le cœur de la bête est malade, vous achetez une ruine. Démarrez le moteur et laissez-le chauffer. Écoutez le ralenti. Il doit être stable, régulier. Le claquement, si ça claque fort en haut du moteur et que le bruit suit le régime, ce sont les poussoirs hydrauliques ou un arbre à cames usé. Le sifflement, si ça siffle à l'accélération, le turbo est en train de mourir. Mais voici le secret, le test que 99% des acheteurs ne font pas et qui révèle l'état de santé interne du moteur, le test du bouchon d'huile. Moteur tournant au ralenti, dévissez très doucement le bouchon de remplissage d'huile sur le dessus du moteur. Ne l'enlevez pas complètement pour éviter les éclaboussures, juste dévissez-le et laissez-le poser sur l'orifice. Scénario 1, le bouchon vibrote un peu, il danse légèrement à cause des vibrations du moteur. C'est sain. Scénario 2, le bouchon est littéralement soulevé et éjecté par une pression d'air constante où une fumée blanche sort par l'orifice comme une locomotive. C'est ce qu'on appelle le souffle au carter. Cela signifie que les segments des pistons sont tellement usés qu'ils ne sont plus étanches. La compression de l'explosion passe à travers les pistons et descend dans le bas moteur. Le moteur est rincé. Il n'a plus de compression, il consommera de l'huile et manquera de puissance. Si vous voyez ça, n'achetez pas la voiture. C'est un moteur en fin de vie, point final. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant mes yeux et mes oreilles. Ces 11 points peuvent sembler paranoïaques, mais une voiture d'occasion est un investissement majeur. Ne laissez pas l'émotion ou une belle peinture vous aveugler. Prenez votre temps, soyez méthodique, soyez chiant. Une voiture saine n'a rien à cacher. Si le vendeur refuse l'un de ces tests, remerciez-le et partez. Vous venez d'économiser des milliers d'euros. C'était Henri, pour Mécanique Secrète. Si ce guide vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour devenir un expert. Dites-moi en commentaire, quelle est la pire merguez que vous avez failli acheter ? Je veux tout savoir. À la prochaine.